Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un amour de conte de fées gâché par l'avarice. Il ne voulait pas avoir à partager son argent avec elle. Je n'avais jamais vu personne aussi obsédé par l'argent. Un règlement de divorce qui risque d'être fatal. J'en revenais pas qu'il soit allé si loin pour ne pas se faire intercepter. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était que ça montrait une préparation extrêmement minutieuse de sa part. Se défaire de cet argent était inacceptable pour lui. Il avait attribué une valeur maximum à la vie de sa femme. Voici l'histoire d'un millionnaire avare qui protège sa fortune à n'importe quel prix. C'est tout de suite dans Crime en haute société. L'après-midi du 28 mars 2001, deux policiers en planque dans un véhicule de surveillance filment l'homme d'affaires millionnaire Joel Sandler sur le parking du complexe commercial King of Prussia à l'extérieur de Philadelphie. Mais il n'a pas du tout la tête à faire des emplettes. De fait, Joel Sandler déteste dépenser son argent. Investisseur avisé, il a bâti sa fortune sur le marché de l'immobilier et à la bourse. Mais c'est un radin notoire qui ne met la main à la poche que pour le strict nécessaire. Aujourd'hui, la fortune du millionnaire est en péril. Joel Sandler doit faire face à un cas de divorce litigieux avec sa femme Linda. Un divorce qui pourrait lui coûter des millions. Il craignait de perdre sa maison, son argent, plus qu'il ne craignait de perdre sa femme. L'argent. L'argent était l'intérêt principal de Joel dans la vie. Et à l'issue du divorce, il allait devoir se défaire d'au moins 50% ou plus de ses biens, estimés à plusieurs millions de dollars. Joel Sandler est sur ce parking pour rencontrer un tueur à gages qu'il veut engager pour tuer sa femme. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le prétendu tueur à gages est en fait un policier en civil. La police a été informée de son plan. Quelqu'un avait contacté mes enquêteurs en disant que Joel Sandler lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un qui serait disposé à commettre un meurtre. J'ai décidé d'envoyer un de mes agents infiltrés de la brigade antidrogue pour jouer le rôle d'un tueur à gages potentiel. L'objectif était de déterminer s'il avait réellement l'intention de faire commettre un meurtre. Si c'était le cas, on procéderait à une arrestation pour incitation au meurtre. Le policier en civil suit Joel Sandler jusqu'à sa voiture pour discuter des détails du contrat. On avait une idée de la façon dont les choses allaient se dérouler. Quand on est sous couverture, on essaie de prévoir le maximum de choses. Il s'installe dans la voiture et Sandler entame la conversation. La police semble maintenant détenir l'enregistrement de Joel Sandler en train d'engager un tueur. Le millionnaire va bientôt déchanter. Mais il est loin d'être idiot. Et si quelqu'un sait comment tirer son épingle du jeu, c'est bien Joel Sandler. Joel Sandler n'est pas né riche. Fils unique, il a grandi dans une famille de la classe moyenne de Long Island, dans l'État de New York. Il semble appelé à poursuivre la voie que ses parents souhaitent pour lui, une carrière de médecin. Mais après l'obtention de son diplôme à l'université de Pittsburgh en 1972, il tourne le dos à la faculté de médecine. Têtu, le jeune homme décide que la poursuite de la richesse et de l'argent est sa véritable voie. Cette même année, tout en cherchant le chemin de la fortune, Sandler rencontre l'amour de sa vie. Alors qu'il travaille sur un chantier à Philadelphie, il entre dans un café-restaurant. Il y repère une fille assise toute seule et se présente. Linda n'est pas le genre de fille pour lequel un inconnu traverse habituellement la pièce. Elle est réservée, calme et n'a jamais eu de relation sérieuse. Mais Joel est conquis. Il l'a abordée et ils ont commencé à parler. Elle assure que malgré les apparences d'aujourd'hui, il était à l'époque très beau garçon, charmant et persuasif. Il l'a impressionnée. C'était une femme très peu sûre d'elle. Joel note le numéro de Linda et l'appelle avant même qu'elle soit rentrée chez elle.
Une intense histoire d'amour s'ensuit. 2 ans plus tard, Joel et Linda se marient. 2 enfants naissent bientôt. Joel Sandler semble avoir une famille parfaite et il décroche bientôt le travail parfait. Courtier à la banque Merrill Lynch, à côté de Philadelphie. Le monde de la haute finance va comme un gant à l'ambitieux jeune homme. Talentueux et avisé, Sandler s'avère être un courtier aux dents longues, avec un bon instinct financier. Rapidement, son salaire annuel s'élève à plus de 150 000 $. Mais l'obsession aveugle pour l'argent du jeune courtier lui vaut bien peu d'amis à la Merrill Lynch. Plusieurs collègues s'étant plaints de ses manières trop mordantes, son patron fait en sorte de le transférer à un autre bureau. Il voulait emporter son portefeuille de clients. Son patron ne voulait pas. D'après Linda, il a menacé de tuer son patron. Alors ils l'ont licencié au lieu de le transférer. Ce qui le guide avant tout est un besoin de maîtriser tout et tout le monde autour de lui. Et quand il perd cette maîtrise, il rentre en furie. Joel Sandler ne perd pas seulement son travail, mais aussi sa réputation. Dans le milieu des banques d'affaires, personne ne veut l'engager. Mais en 1978, il obtient une place dans une entreprise d'immobilier haut de gamme et commence à négocier des investissements pour des familles aisées et des grandes sociétés. Le boom de l'immobilier des années 80 propulse rapidement les revenus annuels de Sandler à plus de 500 000 $. La vie de Joel Sandler dans les années 80 était très confortable. Il amassait de véritables fortunes grâce à de gros contrats et aux paradis fiscaux. Il était très bon dans ce qu'il faisait, notamment pour monter ses gros contrats immobiliers. Il a gagné beaucoup d'argent. Devenu riche, Joel Sandler fait l'acquisition en 1985 d'une maison de 500 000 $ à Bryn Mawr en Pennsylvanie. Il s'agit d'un des secteurs les plus luxueux autour de Philadelphie, appelé la Main Line. Sandler rebaptise sa nouvelle propriété The Gables. La Main Line est l'une des zones les plus riches de l'État et de tous les États-Unis. Les Sandler vivaient dans l'une des zones les plus prestigieuses dans les environs de Philadelphie. Ils ne vivaient pas dans une maison, mais dans un manoir. Joel Sandler s'était construit la vie dont tout le monde rêvait. Il gagnait des millions de dollars. Il avait une femme, 2 merveilleux enfants, une demeure magnifique. Il avait tout. Le Main Line à Philadelphie est un endroit pour ceux qui possèdent et ceux qui possèdent encore plus. De l'extérieur de cette propriété parfaitement entretenue, les Sandler semblent à leur place. Mais derrière l'imposante façade des Gables se trame un drame. En 1985, Joel Sandler semble tout avoir. Des millions à la banque, une maison impressionnante, une superbe épouse et 2 enfants épanouis. Une vie apparemment très enviable. Ça ressemblait au foyer idéal. La fille était patineuse artistique, le fils jouait au tennis, un excellent niveau. La mère était institutrice. Le père faisait ses affaires dans le privé. Il vivait dans une demeure magnifique de la Main Line, l'un des secteurs les plus cossus du pays. Une vie bien remplie. Mais Joel Sandler ne sait pas profiter de sa richesse et de ses privilèges nouvellement acquis. Son obsession pour l'argent ne fait que s'aggraver. Joel Sandler était le millionnaire le plus pingre qu'on puisse imaginer. On plaisante sur les gens près de leurs sous, mais lui poussait cela à l'extrême. Il éteignait l'eau chaude de la maison si quelqu'un prenait une douche trop longue, obsédé par le moindre dollar. Il prenait des abonnements gratuits à des journaux, et dès que les abonnements arrivaient à leur fin, il changeait de journal. Ou il faisait le plein à une station-service et partait sans payer. Il était économe, au point que vous pouviez croire qu'il n'avait pas d'argent, qu'il était pauvre, sans ressources. L'hiver, il n'allume pas le chauffage et oblige sa famille à se blottir devant la cheminée pour se réchauffer. On peut trouver cela banal, mais on raconte aussi qu'il urine dans un récipient qu'il jette ensuite par la fenêtre afin de réduire sa facture d'eau. La situation financière familiale va pourtant bientôt connaître une grave crise. En 1991, les niches fiscales qui ont permis à Joel Sandler de gagner des fortunes en signant de juteux contrats immobiliers sont supprimées. Fini le salaire annuel à 500 000 $. Joel a besoin d'un nouveau boulot.
Toujours aussi entreprenant, il crée sa propre société de courtage, Sandler et Associés. Mais il n'y a pas d'associé. Il est le seul employé. Il sait y faire avec l'argent, mais pas avec les gens. Et attirer les clients est une tâche difficile. Je crois qu'il n'y est pas arrivé car il était bizarre, il faisait peur. Il vous fixait intensément. Il était sinistre, maussade. Il dégageait vraiment quelque chose de déplaisant. Je n'aurais pas aimé travailler avec quelqu'un comme ça. Sandler et Associés, c'était M. Sandler qui travaillait seul dans un sous-sol, à côté de sa maison. Il continuait à signer des contrats. Il opérait comme courtier. Il gagnait même encore de l'argent, mais de façon beaucoup plus limitée. En 1992, prêt à tout pour continuer à faire entrer l'argent, Joel Sandler commence à investir dans l'immobilier à travers tout le pays, tout en s'adonnant au day trading à la bourse. Il a toujours le don pour tout transformer en or. L'insatiable millionnaire amasse tranquillement une fortune, mais il ne dit à personne combien il gagne, même pas à sa femme. Linda était une maîtresse de maison traditionnelle qui s'occupait de ses 2 enfants. Et elle ne savait pas grand-chose des histoires financières. Les nouveaux investissements de Joel Sandler sont extrêmement instables. Jouer à la bourse implique un risque énorme. Les fluctuations quotidiennes du marché déteignent sur les humeurs de Joel Sandler, qui devient agressif. Son humeur était bonne ou mauvaise, selon qu'il avait gagné ou perdu de l'argent ce jour-là. S'il en avait gagné, tout allait bien à la maison. S'il en avait perdu, il s'en prenait facilement à Linda. Il lui donnait des coups de coude dans l'estomac ou la frappait carrément quand il était de mauvaise humeur parce qu'il avait perdu de l'argent. Ou si jamais elle n'avait pas utilisé de bons de réduction pour acheter du shampoing. Le comportement de Joel ne fait qu'empirer. Non seulement il frappe sa femme, mais il se livre aussi à des petits larcins. Au milieu des années 90, il a à son actif au moins 4 arrestations pour vol à l'étalage. Parmi ses biens mal acquis, des cigarettes, un pull à $100 et pour près de $1000 de produits d'entretien de pelouse. Un jour, il refuse de payer à un peintre en bâtiment le montant convenu. Quand le peintre lui dit « il va falloir faire les comptes », Joel Sandler répond « le seul compte que j'ai est à la banque ». À l'été 1998, les investissements de Joel Sandler commencent à stagner. L'argent qui coulait à flot s'est quasiment tari. La frustration de Joel atteint son paroxysme et il déverse sa colère sur Linda. À mesure que sa situation financière empirait, il devenait de plus en plus violent avec elle. Ça a été l'escalade jusqu'en septembre 1998. Il l'a attrapée et l'a jetée à travers la pièce. Elle a compris qu'elle devait absolument partir de là. Ça allait de mal en pire. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a mis un terme à leur mariage. Elle a alors quitté le domicile conjugal. Linda Sandler se sent terriblement en danger. Elle trouve refuge dans la résidence familiale en bord de mer dans le New Jersey et intente une action en divorce. Avant toute chose, elle cherchait à retrouver une tranquillité en se séparant et en divorçant de Joel. C'était le plus important. Mais elle voulait également une bonne part de leurs biens et Joel devait pour cela se défaire d'une partie de son argent. Linda en a maintenant, après ce que son mari chérit plus que tout au monde, son compte en banque. Il peut renoncer à son mariage, mais Joel Sandler va s'accrocher à sa fortune à tout prix. En septembre 1998, après presque 25 années de mariage, Linda Sandler en a assez. Elle fuit la demeure familiale sur la Main Line et lance une procédure de divorce. Elle aspire à obtenir plus de la moitié des biens du couple, évalués à 4,5 millions de dollars. Mais Joel Sandler n'est pas disposé à lui céder un sou sans batailler. Un divorce est rarement une partie de plaisir, mais celui-là s'est particulièrement envenimé du fait de la pingrerie de Joel Sandler, pour qui l'argent représentait tout. Elle pouvait légitimement prétendre à une grande partie de leurs biens, et ça le perturbait bien plus que d'avoir été quittée. Elle allait lui prendre son argent. Joel ne coopérait d'aucune façon à un possible arrangement permettant à Linda de récupérer une partie des biens. Il a totalement ignoré nos propositions d'arrangement. Il n'a fait aucune contre-proposition. Il était évident que Joel ne tenait absolument pas à partager les biens avec Linda.
Mais perdre son argent dans un divorce n'est pas le seul motif de crainte pour Joel Sandler. Tout en boursicotant pendant les années 90 et en amassant une petite fortune, l'avide millionnaire a joué avec le feu vis-à-vis du fisc. Il ne paye pas d'impôt sur le revenu depuis plus de 3 ans. Joel était vraiment paniqué parce qu'il croyait que la fraude fiscale flagrante à laquelle il s'était livré allait être révélée, qu'il allait finir en prison et qu'il allait devoir rembourser au gouvernement des centaines de milliers de dollars. Joel envoie donc une lettre à Linda, la suppliant de ne pas poursuivre la procédure de divorce. Pas de mots doux, bien sûr. Tout ce qu'il veut, c'est éviter que la fortune familiale finisse dans la poche du fisc. Linda n'est pas franchement touchée par cette lettre. Linda vit dans la propriété du couple sur la côte, dans le New Jersey, avec sa fille. Elle en vient vite à croire que Joel la suit. Sa volonté de tout contrôler est vraiment ressortie une fois que Linda l'a quitté. Une fois, les pneus de sa voiture ont été crevés près de la plage. Et lors d'une confrontation dans un restaurant, il a fallu appeler la police parce qu'il l'avait menacé. Joel l'appelait constamment. Et c'est certainement lui qui est allé à la maison au bord de la mer et a fait changer les serrures. Il a fallu déposer une demande en urgence pour que Linda soit considérée comme la seule propriétaire de la maison, pour lui garantir la tranquillité, loin de Joel. Un jour, à la maison de la plage, Linda et sa fille se trouvaient dans l'ascenseur pour monter à leur appartement. Et il y avait dans l'ascenseur une très forte odeur de cigarette. Or, M. Sandler était un gros fumeur. Sa fille a donc immédiatement deviné qu'il avait pris cet ascenseur juste avant elle. Linda avait de plus en plus peur, même en vivant à 110 ou 130 km de lui. Il avait le bras long et il était obsédé. Et cette traque s'est intensifiée au point qu'elle a commencé à sentir que sa vie était en danger. Alors elle a décidé de disparaître. En février 2001, presque 2 ans après avoir quitté son mari, Linda Sandler plie bagage une fois de plus et disparaît. Craignant pour sa vie, elle ne dit à personne où elle va, pas même à ses 2 enfants étudiants qui ont aussi rompu avec leur père. Même en se cachant, Linda cherche toujours à faire aboutir le divorce. Mais son mari ne joue pas le jeu. Il campe sur sa position et refuse tout accord impliquant de partager sa fortune. Quasiment presque tous les aspects du dossier ont dû être tranchés par le juge et non par le biais d'un accord. Rien n'a pu être résolu sans qu'on ait eu à déposer une motion à la Cour. Joel voulait que tout soit fait selon ses conditions, à sa façon, dans l'ordre qu'il souhaitait. Mais Joel Sandler ne peut pas éternellement empêcher la justice de suivre son cours. En février 2001, plus de 2 ans après que Linda a demandé le divorce, la justice prend la main. Si Joel est incapable d'apprendre à partager, un juge va répartir ses biens à sa place. Quand le juge a émis l'avis d'audience portant sur le partage des biens, il a dû comprendre qu'il ne pouvait plus se soustraire à l'inévitable, c'est-à-dire qu'il allait devoir renoncer à une partie de sa fortune. Il semble que Joel Sandler va enfin recevoir l'ordre de remettre plusieurs millions de dollars à sa future ex-épouse. Mais pour lui, pas question de se laisser faire sans se battre. Le Gripsou échafaude un nouveau plan. Un plan qui lui permettra de garder jusqu'au dernier centime. En février 2001, Joel Sandler contacte une ancienne connaissance de son quartier, un certain Michael Saul, et lui propose un déjeuner. C'est un joueur notoire, et Joel Sandler croit à tort qu'il a des liens avec la pègre. Assis dans un café-restaurant des environs de Philadelphie, Joel Sandler confie à Michael Saul qu'il a un problème à résoudre. Monsieur Sandler a indiqué qu'il avait besoin de faire éliminer quelqu'un. Monsieur Saul a été surpris. Il a immédiatement compris ce que Monsieur Sandler demandait. Et il a voulu repousser le sujet avec un geste de la main, comme pour dire « Laissez-moi tranquille, sortez d'ici ». Monsieur Sandler a mal interprété ce geste. Il l'a pris pour une proposition. Il lui a serré la main, puis a quitté le restaurant. Michael Saul est convaincu que Joel Sandler pense qu'il vient d'engager un tueur à gages. Il contacte immédiatement la police et raconte son histoire. J'ai cru Monsieur Saul. Il était très clairement perturbé par ce qu'il venait de vivre.
Et il voulait faire ce qui lui semblait le plus adéquat. On a commencé à enquêter sur les affaires de M. Sandler. De nombreux éléments indiquaient que c'était une affaire potentiellement problématique. L'enquête a immédiatement révélé que le divorce n'allait pas être en la faveur de M. Sandler, qu'il traînait des pieds et qu'une colossale somme d'argent allait être nécessairement partagée. On a très vite compris qu'il fallait qu'on réagisse. Convaincu que Joel Sandler essaie de faire assassiner sa femme, le procureur contacte l'avocat de Linda Sandler, Rob Feder, et il lui dit que la vie de sa cliente est peut-être en danger. J'étais totalement sidéré et choqué. Linda, elle, n'était pas surprise. Elle le sentait capable de faire n'importe quoi pour protéger son argent. Mais la police n'a pas la preuve que Sandler cherche à faire tuer sa femme. Tant qu'elle ne dispose pas d'éléments concrets, elle ne peut pas agir. On a réfléchi à toutes les options qui s'offraient à nous. On n'en avait que deux. Soit on allait frapper à sa porte et on lui disait « Bonjour, monsieur Sandler, ne tuez pas votre femme. Si c'est ce que vous avez en tête, ce n'est pas une bonne idée. » Soit, et c'est la solution qu'on a privilégiée, on lui laissait une marge de manœuvre et on attendait de voir. On a donc décidé de rétablir un contact avec monsieur Sandler, comme si sa demande avait été honorée par monsieur Saul. À la mi-mars 2001, les enquêteurs envoient une lettre à Joel Sandler qui dit « Quelqu'un va vous contacter, ne me demandez plus jamais rien ». La lettre est signée d'un M majuscule, du prénom de l'ancien voisin de Sandler, Michael Saul. Joel reçoit donc ensuite un coup de téléphone d'un homme lui proposant de l'aider à résoudre son problème. Il fixe un rendez-vous. Joel Sandler mord à l'hameçon de la police. Mais c'est un gros poisson, plus difficile à remonter que ce qu'ils auraient imaginé. Fin mars 2001, le millionnaire Joel Sandler est persuadé de pouvoir obtenir l'accord de divorce parfait. Il va pouvoir garder sa somptueuse demeure et ses millions en liquide. Tout cela au prix de la vie de Linda. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le tueur à gages qu'il va rencontrer est en réalité un flic en civil. La police se rapproche. L'objectif premier dans ce genre d'enquête est la protection du public, et en particulier de la personne visée. Ce qui nous inquiétait le plus, c'était que M. Sandler était encore libre de ses mouvements et qu'on ne savait pas ce qu'il faisait. Notre stratégie était donc d'intervenir le plus rapidement possible afin de pouvoir procéder à une arrestation. La police pense que Joel Sandler va tomber dans le piège. Son temps est maintenant compté. Mais cet homme a plus d'un tour dans son sac. Comme la police va bientôt le découvrir. Le 28 mars 2001, des policiers en civil et un véhicule de surveillance s'installent sur le parking du complexe commercial King of Prussia, en lisière de Philadelphie. L'objectif de cette rencontre était de recueillir le plus d'informations possible sur l'identité de sa cible, sur la mission qu'il envisageait de confier et de savoir s'il était sûr de ce qu'il voulait faire. C'était sûr qu'il me rencontrait pour me demander de tuer quelqu'un. L'équipe est prête à faire face à Joel Sandler. Peu après 15 heures, un flic équipé d'un magnétophone rencontre Sandler dans un restaurant. Il veut non seulement que Sandler parle, mais il veut qu'il le fasse à l'extérieur, à portée des caméras de surveillance de la police. En entrant, je l'ai vu, habillé de façon informelle. Et j'ai tout de suite compris qu'il avait son propre plan en tête. J'avais mon plan, il avait le sien. Je devais donc le faire sortir du restaurant. Joe? Come here, I'll talk to you later. I'm not meeting with you in a public place like this. We'll go sit in the car. I'm not doing this. We said we were meeting here. So we meet outside. You're not changing the thing, huh? I know you, dude. I don't want to be videoed out there or anything like that. Well, I don't want a bar full of people saying that they saw you with me. There'll be nobody that'll do that. I want to sit at a table and talk to you. I'll sit. I don't do things this way. I don't do things this way. This is goofy. This is stuff. I thought you were on the up and up. I'm not playing games. Il fallait que je l'oblige à sortir. J'ai fini par dire « Je m'en vais, ça va pas marcher ». Et il m'a retenu. Joel Sandler accepte de poursuivre la conversation dans sa voiture. Mais une fois dans la voiture, il révèle une énorme surprise. I want something done.
Au lieu de parler avec le prétendu tueur à gages, Joel Sandler produit une série de fiches cartonnées préimprimées. À partir de là, il peut travailler sur les détails du meurtre sans prononcer un mot. Il avait préparé des fiches qui anticipaient toutes les réponses à toutes les questions qu'un tueur pouvait lui poser. Les fiches indiquaient qu'il avait besoin qu'une mission soit effectuée, que ça concernait quelqu'un un peu plus à l'ouest, qu'il pouvait s'agir d'un associé, qu'il voulait que le tueur s'occupe du corps. Ce qui m'inquiétait le plus dans cette histoire de fiches, c'était que ça montrait une préparation extrêmement minutieuse de sa part. Il avait préparé toute une négociation, de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin de parler. Le fait qu'il ait préparé ces fiches préimprimées renforçait notre plus grande peur. Il voulait faire tuer quelqu'un. Le coup des fiches cartonnées, je n'étais pas sûr de m'en sortir. Je me suis dit que si je continuais à parler, il finirait par dire quelque chose. Il fallait que je sois plus malin que les fiches. Je me suis dit qu'une fois les choses enclenchées, il finirait par lâcher un élément, par dire un nom, un lieu, le sexe, qu'il dirait qu'il voulait faire assassiner quelqu'un. On était assis dans la voiture et il continuait à sortir des fiches et encore des fiches. J'en voyais pas le bout. Il avait une fiche pour tout, et il contrôlait la conversation, comme si ses fiches étaient déjà rangées dans l'ordre. Si j'essayais un autre chemin, il avait une fiche. Et même quand il réorganisait ses fiches, il sortait la bonne. Il savait exactement où cette rencontre devait mener. Il fallait que je le fasse parler. Même s'il négocie visiblement un contrat, à aucun moment Joel Sandler ne nomme sa cible. De fait, le policier ne parvient pas à lui faire dire grand-chose. Alors que Joel Sandler semble avoir toutes les cartes en main, l'enquêteur finit par trouver le moyen de lui faire lâcher le morceau. Je savais qu'il était très préoccupé par l'argent. Le motif de notre rendez-vous était l'argent. Alors, en abordant la question de combien ça allait coûter, il n'allait pas me laisser choisir un chiffre. Il allait parler. Après avoir accepté une enveloppe de 25 000 $, l'enquêteur réclame un supplément de 5 000 $ pour s'occuper du corps et pour un billet d'avion en classe affaires, ainsi que du liquide pour acheter des vêtements pour passer inaperçu. C'en est trop pour Joel Sandler. Il finit par rompre son silence. Il m'a dit qu'on avait fait un marché, que c'était réglé. Et il s'est fâché parce que c'était l'argent. L'argent, toujours l'argent. Alors j'ai reculé là-dessus. La police dispose maintenant d'un enregistrement de Joel Sandler concluant un marché. Les deux hommes tombent finalement d'accord sur la somme de 25 000 $. Joel Sandler promet qu'un billet d'avion et plus d'informations suivront bientôt. Puis il sort de la voiture et se met à déchirer les fiches, se préparant à les brûler, détruisant ainsi la seule preuve que la police peut détenir. Mon inquiétude, c'était que vont devenir ces fiches. Les fiches étaient des preuves. Je savais qu'il y avait un enregistrement, mais qui était partiel. Et il les déchirait devant moi. J'en ai déchiré une moi-même et l'ai laissé tomber. Quand il s'est penché pour ramasser les morceaux, j'ai glissé une fiche dans ma poche arrière. Mais même avec cette preuve, la police sait qu'il va être difficile de démontrer que Joel Sandler a l'intention de faire tuer sa femme. À aucun moment, il n'a dit au tueur à gages qui serait la victime. La police a besoin d'autre chose. Mais le temps ne joue pas en sa faveur. Après ce rendez-vous, je voulais m'assurer que Mme Sandler était en sûreté. Je ne doutais pas qu'il pensait avoir engagé un tueur à gages. Joel Sandler retourne seul à sa somptueuse maison et continue à manigancer son redoutable règlement de divorce. Pendant ce temps, la police essaie de réunir davantage de preuves pour pouvoir l'arrêter. La question est, qui sera le premier à atteindre son objectif ? Début avril 2001, la police a Joel Sandler en ligne de mire. L'insatiable millionnaire a passé un accord avec un flic se faisant passer pour un tueur à gages. Mais à aucun moment il n'a mentionné le nom de la personne visée. En réalité, c'est parce que Joel Sandler ne sait pas où la personne visée se trouve. Cela fait maintenant plus de 2 mois que sa future ex-femme s'est enfuie de leur propriété sur la côte du New Jersey et a disparu.
Évidemment, elle est pour ainsi dire passée dans la clandestinité. Personne ne savait où elle se trouvait exactement au jour près. Elle m'appelait de temps à autre par téléphone portable pour les dernières nouvelles. Mais même moi, j'ignorais où elle était précisément. Où qu'elle soit, Linda doit forcément faire des dépenses pour survivre. Et si quelqu'un a le don de pister l'argent, c'est Joel Sandler. Il appelle les banques, il appelle les sociétés de cartes de crédit, mais sans aucun résultat. Joel Sandler a fait des pieds et des mains pour découvrir où elle était. Il appelait quelqu'un sur une ligne et quelqu'un d'autre sur une autre pour essayer de savoir. Il a appelé les banques et a contacté la société immobilière qui gérait l'appartement du New Jersey, expliquant qu'il cherchait à localiser sa femme. Par chance, personne ne lui a donné cette information. Mais Joel Sandler n'est pas disposé à abandonner, et il lui reste un atout dans la manche. Linda et lui sont encore légalement mariés. Il appelle la coopérative de crédit de Linda et les informe qu'il a procuration sur le compte. Linda ne va plus pouvoir se cacher longtemps. Ils étaient mariés. Il a réussi à joindre un individu qui a accepté de lui faxer des chèques annulés. Par le biais d'Internet, cette fois, M. Sandler a pu récupérer des noms et des adresses sur les chèques et a suivi sa trace jusqu'à la ville où elle se cachait. Il s'avère que Linda Sandler fait profil bas à Sun Valley, une station de ski tape à l'œil de l'Idaho où le couple a passé ses vacances en des temps meilleurs. Une fois sa cible repérée, Joel Sandler organise un nouveau rendez-vous avec son tueur à gages. L'après-midi du 23 avril, Joel Sandler et le policier se faisant passer pour tueur à gages se retrouvent au complexe commercial King of Prussia, à l'extérieur de Philadelphie. Au deuxième rendez-vous, on espérait qu'il donnerait des informations sur la victime, c'est-à-dire Linda Sandler. Et puis de l'argent, la compte dont j'avais besoin pour commencer le boulot. Je suis allé à sa rencontre et son comportement était complètement différent. Il était nerveux. Identification? Absolutely. I just can't. What do you mean? What do you mean identification? I need. You want me to give you my real name and everything? Absolutely. You know everything about me, kid. I'm not going anywhere with you. That's for sure. I'm dead meat. I need birth certificate, driver's license, photo ID. I need that stuff. I can't go any further. I don't know if you're an undercover policeman. Well, that's I don't know that about you either. But you do know who I am. You do know what I look like. You do know where I live. You do know my phone number. I have a license. I'll show you a license, and that's it. A driver's license? Driver's license. That could be a fake ID. So what do you? All right, this is ridiculous. All right. Let's hold off. Later. Okay. Yep. Joel Sandler panique. Les enquêteurs espèrent être en mesure de le pincer tout de suite, maintenant qu'il a pris l'avantage sur eux. Quelqu'un a-t-il fait tomber les masques? Ou l'infatigable chercheur de bonnes affaires a-t-il trouvé un tueur moins cher? La vie de Linda Sandler est gravement en danger et leur tourne. Quand il s'est éloigné cette fois-là, je n'avais plus aucun doute sur son plan de faire tuer sa femme. Ça n'allait pas se faire le jour même. Ça pouvait être 2 semaines plus tard. Mais il ne perdrait pas cet argent. Et s'il était allé aussi loin, il recommencerait. Il fallait l'arrêter. Le procureur est un peu gêné aux entournures. Il n'a pas un dossier solide à l'encontre de Joel Sandler, mais s'il attend de réunir davantage de preuves, Linda peut très bien être retrouvée morte. Là, il a fallu se décider. Au moment où il a quitté le second rendez-vous, y avait-il assez de preuves d'incitation au meurtre pour qu'on puisse continuer? Notre principale préoccupation est toujours la sécurité de la victime. Joel Sandler était libre et pouvait potentiellement engager un autre tueur à gages. Chaque heure qu'il passait en liberté menaçait la vie de cette femme. Et je ne pouvais pas permettre ça. Le procureur, Bruce Castor, décide qu'il y a suffisamment de preuves pour lancer la procédure. Et il donne l'ordre d'arrêter Joel Sandler pour incitation au meurtre. Le 26 avril 2001, la police entre sur le domaine des Gables, la résidence huppée de Joel Sandler, et l'arrête. Il n'a rien vu venir. Il avait l'air sous le choc. Il a pâli. Et puis, il est devenu très agité.
Il était vraiment surpris. Il a ouvert la porte et a vu un rassemblement de policiers et de véhicules de police. On l'a pris complètement par surprise. C'est un homme qui était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Il n'en revenait pas d'avoir été dupé, de voir la police entrer chez lui et de pouvoir être arrêté. Joel Sandler a été arrêté. Mais l'accusation tiendra-t-elle? Le procureur a du pain sur la planche. Rappelez-vous, l'astucieux millionnaire n'a jamais dit qu'il voulait faire tuer sa femme. L'arrestation de Joel Sandler fait la une de la presse dans tout Philadelphie. L'histoire d'un millionnaire de la Main Line si radin qu'il préfère tuer sa femme plutôt que de verser une pension alimentaire provoque un tourbillon médiatique. L'histoire était assez intéressante en elle-même, mais quand on a su qu'il avait été arrêté pour 4 vols à l'étalage, on a compris qu'il était plus qu'un millionnaire arrogant qui essayait de tuer sa femme. La pingrerie, le mal qu'il était capable de se donner pour économiser de l'argent, bafouer la loi et ne pas payer, était vraiment hors du commun. Quand le juge demande à Joel Sandler quelle caution il est en mesure de verser, celui-ci répond 25 000 $, le même montant qu'il a prévu de débourser pour faire tuer sa femme. Apparemment, il n'a pas prévu de dépenser un centime de plus. Le juge lui refuse la liberté sous caution. Depuis le début, on savait que ce n'était pas une affaire simple. Rien ne coulait de source. On n'avait pas d'enregistrement compromettant. Il avait préparé des fiches avec toutes les réponses à toutes les questions qu'un tueur pouvait lui poser. À aucun moment, il n'avait indiqué qui il voulait faire tuer, ni où la personne se trouvait. On avait des preuves indirectes, mais on savait qu'on n'avait pas le droit de perdre. Si on perdait cette affaire, la vie de Linda Sandler serait toujours en danger. Bien que Joel soit en détention provisoire, Linda est toujours terrifiée. Son mari est habitué à obtenir ce qu'il veut, et il semble que ce qu'il veut par-dessus tout, c'est la voir morte. Linda était toujours morte de peur. Tout était encore en attente. Joel allait être jugé, passé devant un jury, mais elle ne savait pas s'il allait être condamné. Il pouvait aussi bien être libéré. Elle était profondément perturbée et extrêmement agitée. Le 14 janvier 2003, plus d'un an après l'arrestation de Joel Sandler, une horde de journalistes attend l'arrivée du millionnaire de la Main Line pour l'ouverture d'un procès très attendu. À l'intérieur du tribunal, le procureur Sean Cullen commence à exposer les faits. Sa première déclaration au jury est très simple. Joel Sandler n'a peut-être pas clairement exprimé ses intentions, mais ce qu'il avait en tête est évident. Il montre les enregistrements effectués par les équipements de surveillance lors de la rencontre de l'accusé avec le policier en civil et présente la fiche cartonnée dont il dispose. Une preuve convaincante, mais va-t-elle suffire ? Ce n'était pas évident de démontrer qu'il avait voulu la tuer, et ils ont fait vraiment tout leur possible. Si on considère l'histoire dans son ensemble, vu le contexte de divorce litigieux, tout ce qu'ils avaient, c'était des preuves indirectes. Mais pour garantir une condamnation, Sean Cullen sait que sa plaidoirie doit finir en apothéose. Il appelle alors la voix la plus convaincante qui soit, celle de Linda Sandler. On l'a sortie de sa cachette et on l'a présentée au jury pour qu'elle témoigne. C'était nécessaire. Il fallait que le jury voie qu'elle avait un visage, qu'il voie une personne. 2 jours après l'ouverture du procès, Linda Sandler entre dans la salle du tribunal, passe devant son mari et va à la barre. C'était captivant. Elle n'avait jamais pris la parole en public. Et elle était extrêmement nerveuse parce qu'elle n'avait jamais revu Joel depuis qu'elle l'avait quitté en septembre 1998. Linda Sandler explique au jury que la longue et litigieuse bataille du divorce a fini par lui faire craindre pour sa propre sécurité. Le témoignage le plus accablant concernait la procédure de divorce et tout ce que Joel avait été capable de mettre en place pour empêcher ce divorce. Tous ces éléments ont été très bien exposés au jury. La plaignante n'a rien à ajouter. Mais Joel Sandler et son avocat, Thomas Bergstrom, estiment que la position de l'accusation ne tient pas. Ils ont peut-être touché une corde sensible, mais la défense soutient qu'ils n'ont pas prouvé que Joel avait engagé quelqu'un pour tuer sa femme. Même si Joel a joué avec l'idée d'engager un tueur, il n'est pas allé au bout de la démarche. All right, this is ridiculous. All right, let's hold off. Later.
La défense a soutenu que M. Sandler n'en avait pas fait assez pour faire aboutir la démarche. Il n'avait pas donné assez d'informations pour réellement demander à qui que ce soit de commettre un meurtre. La seconde solution de repli était, si mesdames et messieurs vous estimez qu'il en a fait assez, il a finalement renoncé, il a abandonné. S'il a abandonné avant que le meurtre soit perpétré, l'accusation d'incitation au meurtre est caduque et mon client ne peut pas être reconnu coupable. Mais Sean Cullen est fermement décidé à prouver que Joel Sandler n'a jamais abandonné l'idée du meurtre. Dans son réquisitoire final, le procureur repasse au jury l'enregistrement de la seule affirmation faite par Joel Sandler au policier en civil. Une affirmation qu'il lâche accidentellement quand le prétendu tueur commence à marchander les honoraires. L'incitation au meurtre, c'est demander à quelqu'un de commettre un meurtre. Monsieur Sandler a confirmé qu'il avait conclu un marché pour tuer sa femme. Le jury délibère pendant 4h30 avant de livrer son verdict. Pour Linda Sandler, c'est une attente difficilement supportable. Elle ne voulait même pas être présente au tribunal à la lecture du verdict. Elle disait « Ce sera de toute façon triste pour moi. S'il est coupable, c'est triste parce qu'avant, c'était quelqu'un de bien. Regardez ce qu'il est devenu. S'il n'est pas coupable, je vais vivre dans la peur pour le restant de mes jours. » Le jury déclare Joel Sandler coupable d'incitation au meurtre. Il est condamné à 25 ans de prison avec une peine incompressible de 8 ans et demi. L'accord de divorce établi ensuite attribue à Linda Sandler environ 75% des biens du couple, estimés à 4,5 millions de dollars. Mais malgré cette condamnation et ce généreux règlement du divorce, Linda ne dort toujours pas sur ses deux oreilles. Elle continue de vivre cachée, convaincue que même depuis sa cellule, Joel Sandler peut encore la faire assassiner pour lui avoir pris tout son argent. Le moteur de Joel Sandler, c'était l'argent. Pour lui, 3, 4, 5 ou 7 millions ne seraient jamais assez. Se défaire de cet argent était inacceptable pour lui. Il avait attribué une valeur maximum à la vie de sa femme, et malheureusement pour lui, il l'avait fait avec un policier. Je pense que Joel Sandler était dépourvu de conscience. Pour lui, ce qu'il avait fait ou essayé de faire, tenter de faire assassiner sa femme, était totalement légitime. Il ne voulait pas avoir à partager son argent avec elle. Encore aujourd'hui, il dirait sans doute qu'il considère n'avoir rien fait de mal. Je n'ai jamais vu personne aussi obsédé par l'argent que Joel Sandler. En prison, Joel Sandler n'a pas à se soucier du chauffage ou de la facture d'eau. Mais il est resté grippe-sous. La police a saisi sa voiture de 1998 parce qu'elle a été utilisée pour perpétrer un délit. Joel Sandler a donc intenté un procès afin de récupérer sa voiture. S'il purge toute sa peine, il pourra peut-être un jour repartir au volant de sa voiture vieille de 30 ans. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.